puis on est d'en face. Parce qu'on est avec Gloriane Blais, puis Jonathan Tobin nous prépare un setup vidéo pour initier son vieux chum Tiggy à des fonctions de vidéo d'une qualité que je suis pas habitué de connaître. Ça va paraître sur les réseaux sociaux, le segment qui s'en vient dans les prochaines heures. C'est pas en live. Là, en live, vous pouvez nous écouter au 969fm.ca sur l'appli ou sur le FM. On est avec Gloriane, effectivement, avocate radiée. Est-ce que c'est comme ça que je dois le dire? Gloriane, tu pourras le dire mieux que moi, peut-être. Oui, c'est correct, avocate radiée. Ex-avocate. J'utilise souvent le mot ex-avocate. Ça aurait été correct. Dans le cadre d'un combat pour les libertés fondamentales qui a débuté, il y a quand même de ça plusieurs mois, c'est des années maintenant. Et on va mettre la table pour ceux qui ont manqué ta présence à notre micro il y a quelques semaines. Comment tout ça a commencé vers ta radiation, carrément dans le contexte de combat anti-mesures liberticides. Comment ça a débuté? Mais là, on peut pas refaire le tour aussi grand qu'on l'avait fait à ce moment-là. Donc, résumons de façon plus succincte. Je tente de faire ça très, très court. J'étais avocate depuis 1999. J'étais experte en droit de la santé. J'ai un diplôme de 2e cycle universitaire en droit et politique de la santé. Et j'ai fait une expertise en responsabilité médicale. Ça veut dire de représenter les victimes pour poursuivre médecins, hôpitaux. Donc, des très, très gros dossiers. Et toute ta carrière, dans le fond, t'étais vraiment... Déjà, t'étais prédestiné à patauger dans ces dossiers-là avant la COVID. Exactement. Dans le droit hospitalier, puis le droit de la santé. Exactement. J'ai fait d'autres types de dossiers qu'on appelle en responsabilité civile et générale, mais une de mes branches là, que j'ai vraiment travaillé, mon expertise, c'est en responsabilité médicale et j'étais seule à mon bureau, représentante de victimes. Et ça, c'est très, très rare de faire des grosses causes comme ça, seule. Okay. Mais moi, c'est important de choisir mes causes et de faire des causes nobles et des causes justes. Et puis, c'est ça. Donc, je m'y connais, avec mes études de 2e cycle en droit et politique de la santé, je m'y connais. Mon expertise, c'est en responsabilité médicale, mais je m'y connais en droit pharmaceutique, je m'y connais en droit de la santé publique. Je m'y connais dans ces domaines-là, là. On comprend. Et là, tu exerces, tu as des problèmes avec ton ordre professionnel de façon à peu près simultanée avec des problèmes pour, c'était quoi, un masque mal porté ou c'était-tu le couvre-feu là, au départ, ou les deux? Comment tu as eu des problèmes avec les lois hystériques covidiennes au départ? C'était quoi? Bien, avec le barreau du Québec, le premier problème et la première plainte disciplinaire est arrivée, c'est sur la base, non pas de la réalité, le COVID, mars 2020 et après, mais c'était sur la base d'un dossier que j'ai mené jusqu'en Cour suprême du Canada. Et c'est un dossier où mon client, homme d'affaires victime de corruption d'Investissement Québec, une société d'État du gouvernement du Québec à l'époque où Jean Charest était premier ministre. Donc, on a mené cette cause-là pendant plus de 10 ans, très solidement, et tout le système judiciaire canadien, incluant la Cour suprême du Canada, ont failli, donc n'ont pas fait leur job de rendre justice. Et j'ai 14 volumes de preuves dans ce dossier-là. Et là, ça a dérangé le syndic du barreau du Québec parce que tu t'es plaint des décisions. C'est ça? Bien, parce que j'ai nommé les faits. Dans mon mémoire à la Cour suprême, j'ai nommé les faits appuyé sur la preuve. Et ils n'ont pas aimé que je me tienne debout pour la justice et de nommer ces faits-là, qui étaient que le système judiciaire avait failli. Et ça a été... C'est là que ça a commencé. Et par la suite, aussitôt que la Cour suprême du Canada a rendu son jugement, donc elle a failli le 8 juillet 2021, j'ai reçu ma 2e plainte. Et c'était relativement à mes propos sur le vaccin COVID-19 qu'on disait à plusieurs mensonges gouvernementaux sûrs et efficaces, alors qu'il était toujours en essai clinique phase 3, donc il y avait une impossibilité. T'empêchais de l'attraper, là, etc. Puis on sait maintenant même pas ça. Moi, je dis pas qu'il était efficace ou non. Je disais seulement au printemps 2021 qu'il était toujours en phase d'essai clinique phase 3, donc expérimental, et que selon la loi,
il faut informer le patient quand on lui offre une médication de nature expérimentale. Donc, ce que je disais, c'est qu'il ne peut pas, c'est impossible. Exercer le son consentement éclairé. Là. OK. Et là, tu as reçu, comment ça s'est manifesté? Un courriel, une convocation? Une deuxième poursuite. La première poursuite disciplinaire a eu lieu. Poursuite disciplinaire, il a eu lieu en mai 2021 pour le premier dossier dont je t'ai nommé. Et le deuxième plainte disciplinaire, ça a été signé la même journée que la Cour suprême a failli, qui a rendu son jugement. Et là, c'était sur mes propos sur ce vaccin-là de COVID-19. Là, je ne suis pas anti-vaccin. Je suis vaccinée de tous les vaccins habituels, incluant mes enfants. Bon, la génuflexion est faite. Okay. Youf! Hein? Radié pour 8 ans... à la suite de cette poursuite-là? En fait, ces deux poursuites disciplinaires-là étaient toujours en cours et en février, sans audience, sans qu'on me convoque, le conseil d'administration du barreau du Québec, au début février 2022, et là, mes 2 dossiers disciplinaires étaient toujours en cours, m'a ordonné un examen psychiatrique que j'ai refusé après mûre réflexion. Je pensais de m'y soumettre, mais j'ai refusé car j'ai considéré que c'était de l'abus de pouvoir et c'est là qu'ils m'ont radié de façon permanente et une radiation exécutoire malgré appel. Donc, même si on va en appel, tu continues d'être radié. Et par la suite, donc ça, c'est une radiation permanente à vie qui est en appel. Et par la suite, il y a eu mes 2 dossiers qui ont continué. Pour la première poursuite disciplinaire, j'ai eu une radiation de 8 ans, mais ça, c'est pas terminé. Et la deuxième, sur les propos de l'injection expérimentale, moi, j'appelle ça l'injection expérimentale. Le vaccin COVID-19, j'ai eu une radiation de 2 mois. J'ai pas porté appel. Là, ça valait pas la peine pour 2 mois. OK, je comprends. La loi sur la santé publique qui a permis à François Legault, à Horacio Arruda, de lever les libertés fondamentales, les droits inscrits dans la charte, de façon, en passant, plutôt légère. Je me rappellerai toujours des conférences où ça a été fait sans même le mentionner. C'est une loi qui, à ton avis, doit être au moins abrégée, peut-être abrogée, donc corrigée au minimum. Et tu, comme citoyenne, parce que là, tu n'es pas avocate, tu combats le gouvernement pour que ça se produise. Et là, ça, il me semble que c'est à partir d'un événement avec un masque. Est-ce que je me trompe? Oui, c'est ça. Dans le fond, moi, j'ai eu pendant les 4 dernières années un seul contravention pour non-port du masque. Ça a été... parce que généralement, là, je vous le dis, je le portais parce que je trouvais que j'en faisais déjà trop publiquement. Ouais, j'avais besoin de... À un moment donné, il faut que tu choisisses tes combats, tu sais. Et puis c'est correct ceux qui n'ont pas voulu le porter ou ceux qui ont voulu le porter. Moi, j'avais choisi de le porter, mais lors d'une manifestation, il neigeait, là. Il y avait plein d'eau sur ceux qui portaient des masques. Dehors. Donc, dehors, on nous obligeait de porter le masque. J'avais mon masque tout propre, tout neuf dans mon manteau d'hiver et puis j'ai pas voulu le porter. Je trouvais que ça avait vraiment rendu un non-sens. Là, il neigeait là, pendant 1 heure, t'es dehors, tu portes un masque. Et je comprenais même pas comment que les policiers faisaient pour porter leur masque parce qu'ils le portaient. Et j'ai refusé aussi parce que j'ai vu, c'était le 20 décembre 2020, que les policiers, là, moi, c'était ma première manifestation parce qu'avant, j'étais dans un gros procès. Donc, il s'était rendu là, comme si on... Mais moi, c'est ça, c'était ma première manifestation. On était rendu comme d'un film, là, avec les gros haut-parleurs, puis les grosses matraques, puis les mitraillettes. Là. C'était grave, là. C'était noir. Là. Et puis, là, j'ai fait, wow, là, ça, c'est pas de la violence des citoyens là, qu'on a ostracisé puis mis plein de mots. Là. C'était rendu de la violence policière et moi, j'acceptais pas ça. Donc, tout le monde était, les citoyens, dans la joie. Il y avait des enfants, il y avait des Père Noël et tout ça. Là, on était vraiment dans une ambiance très légère, très festive, d'une certaine... Bon enfant, c'est ça, c'est vraiment le mot. Et puis, là, quand ils m'ont demandé de porter de mon identification, les policiers, j'ai pris le ticket de masque et... Okay. Et c'est ce ticket de masque-là que j'ai... Qui permet, malgré le fait que tu sois radié, oui, de travailler à ce qu'on ait du spotlight sur ces événements-là. Il y a eu des refus de toutes parts de faire quelque introspection que ce soit. Et tu permets, avec la cause que tu amènes... Là, il y avait
un événement à la Cour d'appel le 5 février dernier. Oui. Peux-tu nous donner un contexte juridique autour de ça, puis qu'on comprenne où ça en est rendu, que tu contestes la loi sur la santé publique à partir de cette obligation de porter le masque là, que tu n'avais pas respecté? C'est ça. Donc, le ticket de masque, je peux me défendre. Je suis au pénal. Je peux me défendre du ticket de masque par différents moyens. Comme moi, je pourrais, là, même si j'ai pas une maîtrise en droit. Exactement. Moi, j'ai 22 ans de compétences en litige puis en procès. Là, c'est quand même exceptionnel, les gros procès que j'ai faits. Mais je suis pas avocate. J'ai mon ticket de masque. Je peux utiliser les moyens de défense qui me sont à ma disposition. Donc, moi, j'ai pas choisi tous les moyens de défense. J'ai choisi celui qui... donc, j'ai déposé une requête pour faire déclarer la loi sur la santé publique invalide. Invalide parce qu'elle ne respecte pas la Constitution du Canada, soit la Charte canadienne des droits et libertés. Et il faut comprendre qu'une loi, c'est accepté par la Charte canadienne des droits et libertés. Là, je répète juste mon argumentaire, c'est accepté par la Charte canadienne des droits et libertés de toucher aux droits humains. Là. Donc, parce qu'on vit dans une société, mais pour les toucher, il faut les toucher sur la base des valeurs occidentales, c'est-à-dire dans le cadre c'est écrit dans l'article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés, si vous voulez aller le voir sur Internet. Donc, il faut la respecter de façon juste minimale. La Cour suprême a établi minimale aussi et raisonnable. C'est écrit dans le cadre d'une société libre et démocratique. Ouais. Donc, il ne faut pas que les lois soient trop larges pour permettre à un gouvernement qui l'utiliserait, que ça toucherait trop aux droits humains. Donc, moi, ce que je dis, c'est que la loi sur la santé publique, comment elle est écrite, permet, et elle est toujours en vigueur, permet au gouvernement de faire ce qu'il a fait depuis les 4 dernières années et c'était la première fois qu'on utilisait cette loi-là de la santé publique. Et donc, on ne l'avait pas vécu, cette expérience-là. Donc, là, il y a la possibilité que les gouvernements disent on se remet en question, on la change. C'est vrai que... C'est une possibilité. C'est une possibilité. Et s'ils sont forcés avec ce genre de procédure-là, là, on a pas mal plus de chances que ça se produise. Je veux comprendre le déroulement. Donc là... tu as une condamnation, avec la cour municipale à la base? En fait, on commence ça s'appelle le niveau, parce que là, il y a différents niveaux. Là. C'est ça, il faut que... Premier niveau, Cour du Québec. Donc, on conteste... je dépose ma requête en inconstitutionnalité en 2023. Elle est débattue. Le procureur général du Québec, un avocat du procureur général, celui qui défend la loi pour le gouvernement, dépose une requête en rejet sommaire, ça veut dire de façon préliminaire. On plaide ça le 12 juillet 2023. Et tout ça pour dire qu'une juge, la juge Geneviève Claude Parère, le 2 octobre 2023, rejette ma requête en inconstitutionnalité de façon préliminaire. Ça veut dire qu'on n'a pas pu faire le débat avec les experts scientifiques médicaux au procès parce qu'elle a rejeté de façon préliminaire ma requête en inconstitutionnalité. Et son argumentaire... Il y a une partie que je trouvais que ça n'avait aucun sens. Notez cet élément-là, qu'il y a une partie que je considérais que ça n'avait aucun sens parce que ça soit important. Et là, ensuite, je porte en appel ce dossier. Donc, l'appel pour ce type de dossier-là, c'est Cour supérieure du Québec. OK? Il faut suivre, là. C'est Cour supérieure du Québec. Donc, mon dossier en Cour supérieure est toujours en cours. OK? C'est ça qu'il faut retenir aussi. Okay. Est toujours en cours. Et là, moi, au début de l'instance d'appel, donc du processus d'appel, je dépose une requête pour faire ordonner que si je gagne mon appel, qu'on ne retourne pas en Cour du Québec, on reste en Cour supérieure. Donc, c'est une requête procédurale, on va dire, là, pas si... Je dis pas que... C'est basique. Non, mais pas si importante que ça. Là. Dans le sens que, oui, j'y tiens pour diverses raisons, mais je n'irai pas là-dedans. Mais retenez que cette requête-là, ça ne fait pas le dossier, là, comprenez-vous? Sauf que moi, ce que je remarque dans les cours, depuis que je plaide en Cour du Québec et en Cour supérieure, c'est que les juges, ils regardent les dossiers, là, comme la juge Perrère et le juge Alexandre Boucher en Cour supérieure. Ils regardent les dossiers, puis c'est comme si, après, ils lancent aux poubelles et ils s'en délestent, là. C'est comme s'ils ils ne sont même pas intéressés à t'entendre, OK? Ils se disent, bon, qu'est-ce qu'elle veut, elle, tu sais? Fait que pourtant, là, je plaide, là, puis c'est très, très cohérent, mes choses, très solides, avec beaucoup d'argumentaire, beaucoup de jurisprudence.
Donc, moi, je me suis dit, si je continue mon processus, c'est ça le point qu'il faut retenir, si je continue mon processus d'appel en cour supérieure avec l'attitude des juges, avec un manque d'impartialité, ça veut dire un manque d'ouverture d'esprit, et que je continue, ben ça donne rien. Je vais demander aux gens qui m'aident avec des dons, puis ça va être une pièce de théâtre parce que il se passera rien parce que les juges sont pas responsables. Les juges sont pas au rendez-vous pour rendre justice. L'intérêt à faire ce travail-là. Exactement. Pas là. Ça reste des fonctionnaires. Ils ont choisi d'être là pour rendre justice, mais ils sont pas au rendez-vous pour rendre justice. Alors moi, sur cette petite requête-là en cour supérieure, donc procédurale plus ou moins importante, j'ai décidé comment il s'est comporté là, en audience. Ça n'a pas de sens. Si j'accepte ça, il se bouge. On fait tout ça pour rien. Donc, j'ai décidé de porter cette petite requête-là procédurale en Cour d'appel du Québec avec une demande pour permission d'appeler. Cour d'appel du Québec, on est rendu au dernier niveau au niveau du Québec. Ça veut dire on est rendu au plus haut tribunal. Donc, le plus haut tribunal d'une province est très important parce que en Cour suprême du Canada, ils sont là juste pour établir des principes. Ils touchent quasiment pas au dossier. Donc, chaque province, sa plus haute cour de justice. C'est la cour d'appel. C'est la cour d'appel. C'est comme la cour suprême d'une province. Oui, et c'est tellement important qu'une cour d'appel d'une province, la décision qu'elle va prendre a quand même un impact sur les autres cours dans les autres provinces. La jurisprudence, ça passe d'une province à l'autre? Pas au niveau légal, parce que, bon, il y a l'influence verticale, bon, il y a des principes au niveau constitutionnel, mais quand même, dans les faits, ça arrive qu'on va citer un jugement dans une autre province. Il y a un impact humain, je dirais, là, tu sais. Et donc, moi, je me suis dit, OK, je dépose cette requête-là, je conteste comment que ça s'est passé devant le juge en cour supérieure sur ma petite requête procédurale. Mais quand je suis arrivée le 5 février, c'est ça, il faut retenir, quand je suis arrivée le 5 février, ma plaidoirie qui a duré 45 minutes n'a été que pour demander, donc j'ai pas parlé de ma procédure. Je n'ai pas rentré dans le vif du sujet. J'ai pas été dans le technical. Mais moi, personnellement, j'ai une grande difficulté à octroyer de la probité que je souhaiterais lui octroyer au système de justice. Et si ça allait dans le sens où j'ai cette croyance-là que j'aimerais pas avoir, bien, tout de suite, ta demande procédurale qui va en ton sens aurait été écartée. Et c'est pas le cas. T'as gain de cause, là? Non, c'est ça, il faut que j'explique clairement. Moi, j'ai dit que mission accomplie hier, quand je l'ai su. J'ai pas dit gain de cause. Il faut faire une distinction. Mais là-dessus, même pas sur la procédure, là? Je vais vous expliquer, OK? Ma demande pour permission d'appeler sur la petite procédure, OK? Elle est rejetée. Mais on est à la cour d'appel. OK? Est-ce que vous m'écoutez? Non. Okay. Moi, je t'écoute. OK. On est à la cour d'appel. La cour d'appel est là pour transmettre des messages aux juges. OK? Ouais. Quand on lit un jugement de la cour d'appel, on appelle ça un arrêt d'ailleurs, c'est pas un jugement. Quand on lit un arrêt de la cour d'appel, oui, on regarde les conclusions, c'est quoi la décision, mais c'est pas juste ça. La cour d'appel, tous ces messages à l'intérieur du jugement, c'est hyper important dans tous les dossiers. Je vois qu'ils ont dit que tu avais retenu l'attention de la cour d'appel sur le fait que je vais vous expliquer. Ne peut être déclaré coupable d'une infraction sous le régime d'une loi invalide. Donc, ils disent la Cour du Québec est correcte, mais on leur demanderait est correct pour juger. Oui. Mais on leur demanderait de faire ça de telle façon. Est-ce que c'est en fait, c'est ça. Ça, c'est à la page 7 du jugement. C'est la page la plus importante du jugement de la Cour d'appel. Moi, ce que je veux juste vous expliquer, ce que j'allais vous expliquer, c'est que pendant 45 minutes, quand j'ai plaidé, la seule chose que j'ai plaidé, c'est que j'ai demandé, et c'est vraiment le mot à mot que j'ai plaidé, j'ai demandé que là, ça fait... la justice au niveau de tout ce qui s'est passé au niveau de la COVID, de l'utilisation de la loi de la santé publique, des décrets. Depuis 4 ans, la justice n'a pas été au rendez-vous. Partout au Québec, n'ont pas voulu entendre des dossiers. Toutes les requêtes en inconstitutionnalité, comme j'ai fait, pas seulement moi, toutes les autres ont été rejetées de façon préliminaire. Donc, ce que j'ai demandé à la Cour d'appel, c'est qu'à un moment donné, si on veut une paix sociale, il faut que justice ait lieu. Dites à la Cour du Québec d'entendre sur le fond ces causes-là, pas juste de regarder si ils vont les évaluer, puis finalement, ça se finit toujours en
Non. Regardez-les sur le fond. Et c'est ça exactement. Donc, de pas... et là, moi, j'ai utilisé l'expression. Donc, pour avoir une paix sociale, il faut qu'il y ait de la justice. Donc, l'expression, c'est « no peace without justice ». Et donc, et là, je leur ai expliqué, il ne faut pas penser que la population va accepter ça que les entrepreneurs ad vitam aeternam de se faire abuser. Puis une des conséquences les plus sous-estimées de ces événements-là, c'est l'adhésion envers les institutions qui s'est détériorée pour une partie de la population. Ben oui, c'est ça. Et là, donc, c'est un gain que tu vas chercher en ce sens-là. La Cour du Québec, mettons là, qu'il y a encore du monde qui a un ticket de couvre-feu pending. Ils vont peut-être avoir une plus grande écoute. Exactement, oui. Quand ils vont aller à la Cour du Québec, grâce à ce que la Cour d'appel a dit. Oui, c'est ça. Dans le fond, moi, c'est ça. Je leur ai demandé à la Cour d'appel, et c'est vraiment le mot à mot ce que je leur ai demandé. Je leur ai demandé qu'ils émettent un signal. C'est le mot signal. Qu'ils transmettent un message aux juges de cour inférieure d'être au rendez-vous pour la justice, même dans ces causes qui touchent le gouvernement. Je leur ai même dit aux juges de la Cour d'appel que je le sais que vous êtes payé je sais que vous êtes nommé par le gouvernement, je sais que vous êtes payé par le gouvernement, c'est fédéral, mais à un moment donné, il faut que vous soyez au rendez-vous pour vos responsabilités publiques que vous avez choisi de prendre. Et donc, tout ça pour dire que le jugement de la Cour d'appel est extraordinaire parce qu'à la page 7, c'est principalement, en fait, c'est que à la page, le jugement est disponible sur mes réseaux sociaux. À la page, au début du jugement de la Cour d'appel, il indique comment que la juge Geneviève Claude Parère de la Cour du Québec, quand elle a rejeté ma requête de façon préliminaire, ma requête en inconstitutionnalité. On n'a pas d'affaire à juger de la constitutionnalité d'une telle chose, mais là, la Cour d'appel dit... Un juge d'une cour provinciale doit pouvoir statuer sur la constitutionnalité d'une disposition prévoyant une peine minimale obligatoire. Lorsque la question est soulevée dans une affaire qui l'instruit, ce pouvoir découle directement de celui que lui confère la loi de trancher les litiges dont il est saisi. La primauté du droit n'exige rien de moins. Exactement. Dans le fond, tu lis le paragraphe 20 et le paragraphe 20 se commence lors de sa plaidoirie du 5 février 2024. La requérante, qui est moi-même, a du reste attiré l'attention de la Cour sur le paragraphe suivant de l'arrêt R. Conloyd. Les plaideurs plaident plusieurs extraits. Ils ont décidé de l'utiliser, cet extrait-là, dans leur jugement. C'est pourquoi? C'est pour indiquer aux juges inférieurs, écoutez, là, la R. Conloyd, c'est de la Cour suprême, j'ai plaidé ça, la requérante Gloriane Blil l'a plaidé, et nous, on veut le rappeler aux cours du Québec. Toi, tu t'en retournes en cour supérieure. Ouais, là, ça va être supérieur parce qu'on est au niveau d'appel du dossier de la Cour du Québec. Peu importe, ça l'indique aux juges de cour inférieure, qui inclut les juges de la Cour supérieure et de la Cour du Québec, inférieure par rapport à la Cour d'appel. Vous ne pouvez pas vous délester de exactement. Faites votre travail. Et ça, ce message-là, moi, là, j'en ai fait des gros dossiers, là, puis je me rappelle la professeure de McGill, Laura Coury, qui a fait un doctorat à Oxford, qui m'avait déjà parlé dans le cadre d'un de mes dossiers en obstétrique, en responsabilité médicale, que j'ai gagné à tous les niveaux, m'avait déjà dit, discuter avec moi sur un jugement de la Cour d'appel que j'avais gagné dans un dossier d'obstétrique. Et elle m'avait dit, la petite phrase, elle parlait d'une phrase, là, la petite phrase que la Cour d'appel a dite comme pour un peu réprimander le juge de première instance, ça veut dire le juge du procès. Ouais. Elle disait, tu sais, qu'elle était comme surprise qu'il y ait une phrase qui réprimande, une seule phrase, dans le sens que la Cour d'appel, avant de réprimander vraiment textuellement un juge de cour inférieure, a fait vraiment attention. Si c'est une phrase, c'est déjà beaucoup. Là, c'est une page de réprimande, comprenez-vous? Une page. Donc, ce jugement-là, si les gens me disent, puis je le comprends, là, tu sais, ça mérite d'explication. Il y a des gens qui m'ont dit, oui, mais t'as pas gagné l'appel. Oui, mais c'était sur une procédure. Mais à date, tout ce qui était amené à la Cour du Québec ou à la Cour supérieure, je pense pas qu'il y a grand-chose qui soit rendu là, était dismiss d'emblée. Exactement. En disant, c'est pas à nous à juger ça, puis on n'a pas à juger ça. Oui. Alors, vous payez votre amende, puis ça finit là. Il y a eu des gens qui ont eu leur amende de disqualifiée, mais c'était pas parce qu'il y avait eu un jugement sur le fond. Là, ils se font dire, vous allez le faire.
idéalement, parce que si c'est le message. C'est le message. Exemptez, c'est dangereux pour notre système. C'est le plus gros gain judiciaire que j'ai vu, même que j'ai entendu mentionner au Canada depuis cet épisode le plus liberticide, je le rappelle, en 75 ans de paix après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est un jugement très important. J'étais en entrevue ce matin avec des gens d'Alberta qui couvrent tout le Canada, puis ils n'ont pas vu ça là, jusqu'à date au Canada, un jugement aussi important d'une cour, d'une des plus hautes cours. Et tu vois, ça me réconcilie avec notre système de justice. Ben, c'est l'objectif, puis c'est pour ça que les gens qui me disent « Ouais, mais t'as pas gagné comme ta permission d'appeler », ça c'était sur ma petite requête là, procédurale. Ben moi, mon message, ce que j'ai plaidé pendant 45 minutes, c'était le message. Et donc, c'est ça, il faut retenir, moi, et là, pour moi, c'est important de remercier ces 3 juges-là de la Cour d'appel d'avoir eu cette droiture, ce courage. Parce que si on n'a pas l'humilité et l'honnêteté intellectuelle de dire merci à la Cour d'appel d'avoir fait leur travail, oui, mais ils l'ont quand même fait avec... C'est un contexte difficile. L'expression « groupthink » n'a jamais été aussi saillante que dans notre époque, et on l'a vu, il y a des instances judiciaires qui n'ont pas été capables de s'en extirper à d'innombrables reprises. C'est la Cour d'appel qui fait le premier pas en ce sens. C'est très beau. L'eau a coulé sous les ponts, mais pareil, c'est vrai que c'est courageux, puis c'est porteur. Très beau. Ça peut amener des gains. Tu sais, faut que le monde comprenne. Tu t'en fous là, de ton amende du masque. Ce que tu veux, tu veux faire réaliser là-dedans, c'est de montrer que tu peux pas forcer le monde à se mettre de quoi d'en face comme ça. C'est inconstitutionnel, à moins de situations excessivement graves. Et la COVID, il faut évaluer si vraiment c'était le cas. Il faut que les tribunaux se chargent de ça une fois pour toutes, puis évaluer le mot dans tous les angles. Il n'y a pas juste les cours qu'il faut qu'ils évaluent ça. Ça peut amener de l'introspection. On n'en fera jamais assez sur ces épisodes-là. Bravo, Lauriane. C'est des efforts colossaux pour quelqu'un qui a eu ses revenus coupés en plus récemment avec des décisions arbitraires, peut-être. On peut-tu t'aider? Oui, mais je veux juste mentionner brièvement que moi, qu'est-ce qui m'a le plus troublé dans tout, c'est tout ce qui touchait les enfants. Moi, les enfants, j'ai vraiment à cœur. Je trouve qu'il faut les préserver. Ils ont été touchés. Il faut les protéger. C'est notre rôle en tant qu'adultes de protéger les enfants et leur futur, pas les hypothéquer par nos peurs. Et puis, je suis pas en train de dire que j'ai raison sur tout. Si je tiens à le mentionner, on a le droit d'avoir chacun nos opinions. Ça, c'est très important. Ouais. Mais comme tu le dis, Guillaume, c'est important aussi d'avoir la capacité en tant que société d'évaluer quels ont été nos bons coups et quels ont été nos mauvais coups. Et si la loi permet des mauvais coups, ben peut-être juste de changer la loi. Ouais. Et je tiens aussi à mentionner qu'il y a un nouveau projet de loi qui s'appelle le projet de loi 50 qui vient d'être déposé par le ministre François Bonnardel le 31 janvier 2024. Et ce projet de loi 50, je vous invite, je publie sur mes réseaux sociaux, je vous invite à suivre le cours de ce projet de loi 50. C'est comme une loi sur la santé publique, mais qui permettrait à plusieurs différentes crises d'appliquer des mesures similaires, liberticides, qui ne respectent pas les droits humains. Les confinements pour feux de forêt. Mais même juste, regarde, des feux, c'est une liberté fondamentale de faire un feu? Peut-être pas, mais on est sur des pentes savonneuses de tous les bords, tous les côtés. Ils ont interdit de faire des feux à Saint-Jean à un moment donné parce que dans la région de Québec, parce qu'il y avait des feux de forêt sur la Côte-Nord et en Abitibi. C'est clair qu'il y a des dérives. On peut se poser des questions. Il y a des dérives. Et là, ils mettent la table à pouvoir se permettre de plus en plus de dérives comme ça, de façon, dans l'impunité. C'est préoccupant. Il faut qu'il y ait du monde qui conteste ça devant les tribunaux. Oui, mais en fait, c'est que vu que c'est un projet de loi, le projet de loi 50 pour le retenir, qui est déposé, là, on peut le voir sur le site de l'Assemblée nationale, mais je le publie sur mes réseaux sociaux, les liens et tout ça, c'est que ce projet de loi
faut comprendre que ce n'est pas encore une loi. La loi de la santé publique, là, c'est difficile pour les gouvernements de dire hey, on va la changer. Ouais. Mais là, le projet de loi, il n'a pas encore été adopté. Les commissions, les séances des commissions parlementaires, ils n'ont même pas encore été établies les dates. Les mémoires n'ont pas encore été déposées. Donc, c'est beaucoup plus facile pour l'ego, mettons, du gouvernement de changer leur position si les gens communiquent avec leurs députés et disent, nous, on n'est pas d'accord qu'il y ait une nouvelle loi. La loi de la santé publique, elle ne changera pas, là, mais une autre loi qui apporte encore plus de pouvoir pour différentes crises. Et là, dans ce projet de loi-là, 50, je termine là-dessus, ça permet de déclarer l'urgence sanitaire non seulement au gouvernement du Québec, comme la loi de la santé publique, mais aussi à toutes les municipalités. Donc, toi, dans ta municipalité, s'il y a un malade mental qui décide qu'il veut déclarer l'urgence sanitaire, puis là, ça va prendre après 3 ans pour contester ça devant les tribunaux. Comprenez-vous qu'on est sur une pente glissante. Je dis pas que tous les politiciens, c'est des malades mentaux. Là. Je suis pas en train de dire ça. Je dis qu'on soit réaliste contre ces possibilités-là. Exactement. Et c'est plus important que l'autre côté sécuritaire. La sécurité, elle va bien, notre sécurité. On n'a jamais été aussi sécurisé qu'à notre époque. Il faut arrêter d'en rajouter tout le temps. Il faut aussi apprendre. Il faut apprendre aussi à vivre avec le risque. Parce que moi, je trouve qu'au Québec, j'aime beaucoup les Québécois, mais je trouve qu'on est dans une société qu'on est facilement insécure. Dans le fond, des fois, ça part de nous. Là. Est-ce qu'on est obligé d'être toujours dans la ouate? T'sais? Dans le fond, on peut aussi accepter des risques. T'sais. Puis moi, j'ai voyagé dans des pays extrêmement risqués. Et puis, oui, j'ai pris des risques que personne presque prendrait, mais en même temps, moi, je pense qu'il faut apprendre à tolérer un minimum de risques parce que sinon, on va toujours être dans la sécurité, puis la sécurité, c'est comme de se créer une certaine prison mentale. C'est un cercle vicieux aussi, oui, exactement. Parce que les politiciens sont pris dans une dynamique où s'ils agissent pas, ils sont immobilistes, ils s'en foutent, ils vont être pointés du doigt par des reporters qui ont de la difficulté à voir plus loin. Comme quoi, on a un régime, un reportage petite via, puis un règlement, ça presse. Faut que ça change, ça. Faut comprendre que avec le vieillissement de la population au Québec, puis c'est une réalité, là, c'est pas une critique, mais plus qu'on vieillit, là, que ce soit côtoyer vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, ben plus qu'on vieillit, plus qu'on est plus insécure. Hein? C'est normal, c'est biologique, je dirais même. Là. Et donc, il faut, vu que le vieillissement de la population, mais électoralement, pour qu'on puisse être élu, il faut répondre à l'insécurité des personnes vieillissantes si on est au gouvernement. Donc, pour contrebalancer ça, je dirais pas contrecarrer, mais contrebalancer ça, il faut, en tant que parent ou en tant que les gens qui pensent aux enfants, même si on n'est pas parent, de dire, pensons aux enfants, pensons à leur liberté, pensons qu'ils ont le droit de vivre, puis ils ont le droit de s'exprimer, puis ils ont le droit d'être dérangés même, puis ils ont le droit de vivre avec un peu de risque, parce que sinon, tu sais, quand tu es un enfant, si tu prends pas de risque, tu développes même pas tes habiletés cognitives, là, imaginez-vous. Donc, je pense qu'il faut aussi se remettre en question en tant que société, mais peut-être aussi en tant qu'individu. C'est une belle discussion, c'est des belles actions, félicitations. Il y a moyen qu'on puisse contribuer financièrement. Il y a un GoFundMe là, pour... Oui, un GoFundMe, Give and Go, Interact, puis aussi par la poste. OK. Puis on va te trouver sur tes réseaux sociaux, le lien. Oui. T'allais dire quoi? Pour la finale, là, déjà... c'est terminé déjà comme ça. Là. Les 2 snooze s'en viennent. Merci d'avoir été là. Merci, mon Chico. Ça fait grand plaisir. Merci. C'était ça pour la semaine de Politigui Correct. On se retrouve lundi, les paupiètes. Merci d'avoir été là. À bientôt. Ciao. Ciao. Des opinions, The Real Talk, du gros fun. Cette vidéo a été réalisée par les productions Focus Web. Vidéo, photographie, montage, animation graphique, composition de musique originale. Prenez rendez-vous au focusweb.ca.